Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Beverly Sonego. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Monogramme. Alors Monogramme, c'est un site et une boutique pour des articles de mode de seconde main, mais avec un positionnement luxe. Alors peut-être qu'on peut revenir au début de l'histoire. Comment est né Monogramme en fait ? Alors Monogramme est né il y a une quinzaine d'années, ça ne s'appelait pas d'ailleurs Monogramme, ça s'appelait Bylux, il y a eu un rebranding il y a un peu plus de 2 ans. C'est basé sur un business model qui était plutôt retail à la base. J'étais une amoureuse de la brocante et donc j'adorais chiner. Je me suis mis à vider les placards d'un cercle familial et amical. Donc très progressivement, j'ai vendu ces produits via des brocantes et des vide dressing un peu à domicile. Et puis progressivement, j'ai un petit peu digitalisé la communication via Facebook. J'ai commencé à vendre sur Le Bon Coin ou eBay, des plateformes qui m'ont permis vraiment de comprendre ce que c'était que le trading, achat et vente. Et puis voilà, j'ai développé ce réseau, j'ai monté des showrooms et step by step, l'arrivée du digital, la création d'un premier site internet, d'un second, et aujourd'hui on est vraiment une plateforme, donc Figital, avec des boutiques, un flagship à Paris qui vient d'ouvrir, on est aux Galeries Lafayette et puis on a bien sûr notre plateforme de vente qui permet d'acheter et de vendre en ligne. Comment est-ce qu'on se lance sur ce secteur ? Parce que la seconde main du luxe, forcément, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de ce secteur, c'est « oulala, attention, contrefaçon ». Bien sûr. Donc j'imagine que ce n'est pas simple d'aborder ce secteur en particulier, cette niche en particulier. Comment est-ce que vous avez abordé ce problème-là ? Alors le problème, au début, je l'ai pris assez simplement, puisque comme je vidais les placards d'un réseau qui était familial, je savais où les gens avaient acheté leurs produits. Mais quand on étend un petit peu, c'est là où il faut se professionnaliser. Et donc, en fait, c'est venu progressivement. J'ai d'abord, et à l'époque, c'était assez accessible, rencontré des gens qui travaillaient dans les grandes maisons, qui ont été vraiment très à l'aise pour me donner des conseils, pour pouvoir authentifier des sacs à mes côtés. On pouvait même le faire en boutique à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas. Et progressivement, je me suis spécialisée. J'ai voyagé, j'ai été notamment à Hong Kong, j'ai travaillé et collaboré avec des acteurs de la contrefaçon qui ont pu me former, qui ont pu aiguiser mon œil sur le marché de la contrefaçon. Et puis après, j'ai travaillé avec des cabinets de vente aux enchères, des experts dans différents secteurs d'activité, en passant de l'art à l'horlogerie, la joaillerie et puis surtout la maroquinerie. Et puis plus les années passent, plus on travaille cette expertise-là. Et aujourd'hui, je suis, après 15 ans, expert, mais évidemment, un certain nombre de personnes de mon équipe sont formées. Au début par mes soins et puis progressivement j'essaye d'externaliser ça pour ne pas être jugée partie et puis surtout pour avoir de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Au sein de Monogramme, on a travaillé un outil et on est en train de le développer, un outil d'authentification. Il n'était pas digital au début, il est en train de le devenir pour pouvoir justement s'exporter et avoir des points de vente un petit peu partout avec un outil fiable qui est basé sur notre data et qui est basé aussi donc évidemment sur ce qui se passe et les informations qu'on peut collecter à travers le monde sur Internet. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire et qui m'a mis la puce à l'oreille. C'était accessible de travailler avec les maisons de vente qui étaient plutôt dans le dialogue avec vous et aujourd'hui vous me dites elles ne le sont plus du tout. Alors, quelle est l'explication ? C'était plutôt les vendeurs qui étaient très accessibles. En fait, il y avait pas tellement de sujets de contrefaçon et surtout il n'y avait pas de sujet de seconde main il y a 15 ans quand j'ai commencé. Donc il n'y avait pas cette notion potentielle de concurrence et d'un autre marché qui pouvait à un moment donné les intéresser. Donc à l'époque, totale transparence. En fait, moi d'abord, en plus je me positionnais pas vraiment réellement comme un partenaire ou un concurrent. J'étais plutôt une jeune femme qui achetait et vendait de la seconde main, donc j'allais un peu en tant que particulier. J'étais potentiellement en plus une cliente première main pour eux. Donc ils ne voyaient pas cette distinction et ils étaient vraiment très à l'aise avec ça. Aujourd'hui, ils ont renforcé leur politique, il n'y a pas d'expertise qui sont faites. En plus, vraiment, leurs vendeurs ne sont pas formés à l'authentification des produits. Ils ont besoin, et de plus en plus, puisque les faux sont très bien contrefaits, de faire passer une chaîne de contrôle, de refaire rapatrier le produit par la maison mère, par les ateliers, par les artisans qui contrôlent le produit. C'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des puces. Nous, on travaille aussi des certificats sur la blockchain. Il y a eu effectivement des puces qui ont été, sur certaines maisons comme Vuitton, insérées à l'intérieur des sacs. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités. Nous, on est vraiment... c'est un sujet qui nous concerne et qui nous, évidemment, qui nous touche. Pourquoi aujourd'hui on a décidé d'être pas exclusivement sur Internet, mais d'avoir des points de vente physiques, justement, de toucher le produit. Ça nous coûte plus cher, évidemment. On a toute notre production en interne, mais pour des raisons de traçabilité et de contrefaçon et donc d'authenticité, il est indispensable pour nous d'avoir des checks sur l'authenticité, de toucher le produit, de le sentir, de le toucher, de le regarder, voilà, on va le shooter, on va l'authentifier. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes et qui sont un gage de sérieux, de crédibilité et de confiance pour nos consommateurs.
Donc si je comprends bien, votre modèle à vous, ce n'est pas juste de la mise en relation de personnes qui vendent avec des personnes qui achètent. Vous êtes le tiers de confiance au milieu de tout ça, c'est ça? C'est exactement ça, à l'inverse d'un vestiaire collectif qui est donc une plateforme C2C qui met en relation deux clients. Nous faisons du C2B2C, c'est-à-dire que nous récupérons un client chez un particulier, que nous retravaillons, que ça soit le bichonnage pour le remettre en état, donc l'expertise avec l'authentification, et puis la prise de photos, la prise de vue, la mise en ligne du produit, et ensuite l'animation sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'il est revendu à un particulier. Donc c'est vraiment, effectivement, on est le tiers au milieu de tout ça. Et je vous le dis, pour nous, c'est une force parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs en France, ni en Europe, ni à l'étranger, qui récupèrent ce produit et qui le traitent avec autant de conscience et vraiment qui a aussi un marketing de l'offre et une digitalisation de ce produit. C'est assez rare. Vous avez fait le choix d'être à l'international tout de suite. Pourquoi ? Ça s'est fait assez rapidement. En fait, comme j'ai démarré quasiment avec Facebook tout au début, la communauté Facebook, elle s'étend rapidement et la communauté grossit avec des gens qui ne sont pas forcément, même s'ils sont amis de vos amis, ils ne sont pas forcément dans votre localité. C'est vrai. Et donc, du coup, très très vite, même quand j'étais toute seule à gérer mon entreprise, qui était une toute petite auto-entreprise à l'époque, j'avais déjà des clients qui venaient de Casablanca, de Dubaï, de Tel Aviv, de Londres, d'Espagne. Donc, ces clients avaient accès à leur fil d'actualité et un ami avait liké. Et du coup, ils ont rejoint cette communauté. Et donc, très facilement, j'ai eu des gens qui, quand ils venaient à Paris, venaient me rendre visite dans mes showrooms, pouvaient acheter via les réseaux sociaux. Et progressivement aussi, quand ils venaient à Paris, pouvaient me déposer des produits. Donc, l'international s'est offert à moi assez rapidement. Aujourd'hui, c'est d'autres sujets, c'est d'autres problématiques, les problématiques de flux produits, de flux financiers, de douane, de taxes. Oui, j'imagine que ça doit être... C'est d'autres sujets. Donc, l'international, pour le coup, on y est un peu parce qu'on a une plateforme qui achète et qui vend en ligne. Mais pour pouvoir réellement se développer à l'international, ça va être plutôt 2023-2024 avec des marchés assez matures qu'on a identifiés, mais sur lesquels on va progresser un petit peu plus posément et peut-être s'adosser à d'autres partenaires pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Quel type de marché? Alors, vous piquez ma curiosité. Donc, nous, les pays qu'on a identifiés sur lesquels on veut vraiment accélérer notre croissance, donc ça va être le UK, ça va être Dubaï, le Moyen-Orient, le Maroc, très mature, Israël aussi. Donc ça, c'est vraiment sur notre croissance rapide. On a testé l'année dernière les États-Unis, qui sont beaucoup plus compliqués en termes d'offres et de pricing. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a des partenaires, par exemple, les Galeries Lafayette, avec qui on est depuis 1 an et demi, qui sont des partenaires qui, déjà, en France et en Europe, sont installés et on va pouvoir ouvrir des pop-up là-bas et potentiellement des boutiques. On s'installe définitivement dans quelques semaines à la Vallée Village, qui a également des antennes en Italie, en Espagne, à Londres. Donc voilà, c'est des partenaires qui nous permettent de mettre un pied dedans et puis de tester le marché et de voir un petit peu comment ça se passe avant de s'installer plus durablement. En termes de pricing, quand on dit luxe, on imagine tout de suite des choses très inaccessibles. Donc vous êtes dans quelle fourchette de prix? À partir de quel budget on peut aller s'acheter quelque chose sur Monogram? Chez Monogram, à partir de 50 €, vous pouvez acheter du luxe, c'est-à-dire par des petits accessoires ou par potentiellement, plutôt un petit foulard ou des choses comme ça. Le panier moyen chez Monogram, il est aux alentours... Enfin, il oscille entre 800 € et 1400 €. Ça dépend si vous achetez en ligne ou en physique. Le panier moyen est plus élevé physiquement dans les boutiques, forcément. Vous parlez à quelqu'un, vous touchez le produit, vous êtes en confiance. Donc, on va vendre des sacs un petit peu plus onéreux en boutique. Mais le panier moyen, globalement, du site, il est entre 800 et 1000 €. Nous, on a pour mission de rendre le luxe accessible. Donc, c'est vrai qu'on a quand même l'envie de mettre des produits qui sont pas trop chers, des plus grandes marques de luxe, mais on va aller de petits créateurs comme Jacquemus, Stella McCartney, à Chanel Hermès avec des produits beaucoup plus coûteux. Mais donc voilà, on est en termes de pricing, on est déjà moins cher que notre concurrence française. On essaye d'être toujours pricé un petit peu en bas et d'avoir une très jolie décote. Elle peut aller de 30% à 70% selon le produit par rapport au marché de la première main. Quelle est votre cible exactement? Alors j'imagine plutôt des femmes a priori, oui, mais en termes d'âge? En termes d'âge, c'est assez large. Donc notre clientèle moyenne, elle a entre 20 et 50 ans. Mais c'est vrai qu'on touche une clientèle très large puisqu'on touche 2 types de clientes.
on touche les bailleurs et les sellers, donc les déposantes et les acheteuses, qui sont eux-mêmes acheteuses et vendeuses. On a 28% de nos clientes qui déposent, qui sont aussi des clientes qui achètent. Il y a vraiment une circularité au niveau de notre clientèle. Donc on a des jeunes filles de 17 ans qui vont acheter leur première paire de Louboutin chez nous, et puis on a des femmes de 70 à 80 ans qui vont vendre un tailleur Chanel dans lequel elles ne rentrent plus. Donc c'est très très large. Justement, sur cette circularité, c'est intéressant, je trouve. Dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à faire grossir votre communauté parce que cette question de la circularité, aujourd'hui, elle devient primordiale? La communauté, elle grossit depuis 10 ans de façon totalement organique. Ça, c'est assez merveilleux. Je pense qu'on a un message qui est clair, c'est qu'on aime la mode. On veut aussi un petit peu éduquer notre clientèle à mieux acheter, à acheter durable dans un sens, puisque quand vous achetez des produits de luxe qui sont bien faits par des artisans, ce sont des beaux produits, ils vont durer dans le temps. Ils peuvent même être transmis. Donc nous, pour même vous donner un exemple, on a mis en place quelque chose qui s'appelle un financial market, qui est donc comme une place de marché boursier, où on est dans l'éducation de dire à notre clientèle, vous pouvez vous faire un produit, acheter un produit coup de cœur, mais est-ce que ce produit coup de cœur, c'est un produit que vous pourrez revendre dans un deuxième temps? Donc on a mis cette place de marché dans nos boutiques pour montrer les iconiques des plus grandes maisons, donc que ce soit le Lady Dior, que ce soit le Kelly ou le Birkin d'Hermès, le Timeless de chez Chanel, et leur dire, ce type de produit-là, vous allez les payer un petit peu plus cher qu'un sac qui est un peu plus mode, mais en l'occurrence, quand vous allez vouloir le revendre, en fonction du marché, de l'évolution du marché, la cote a explosé en seconde main. Il y a une inflation en première main, donc c'est aussi un bon investissement. Donc on est aussi là-dessus, dans l'éducation. Donc cette communauté, elle grossit parce qu'on est un peu mode, on est aussi dans une dynamique un peu RSE, de mieux consommer, et aussi dans un côté un petit peu plus business, investissement qui plaît. Ça tombe bien parce que ce sera le sujet juste après vous. Mais pour revenir à ce que vous faites, je me demandais quand même si vous étiez touché par l'inflation d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, est-ce que finalement l'inflation pousse les vendeuses à vendre davantage? Est-ce que les clients achètent moins et que du coup vous vous retrouvez avec un différentiel offre-demande? Comment est-ce que ça vous impacte, vous? L'inflation impacte dans le bon sens, puisque les produits en première main dans les grandes marques de luxe sont devenus presque inaccessibles. C'est vraiment maintenant une petite niche qui peut se permettre d'acheter prêt-à-porter, maroquinerie et bijoux. Ça ne les empêche pas de faire des chiffres d'affaires records. Effectivement, mais des chiffres d'affaires records avec une clientèle un peu plus resserrée quand même. On se rend compte aussi avec des acteurs comme les Galeries et le Printemps qui ont une clientèle locale, qui se sont passés d'une clientèle internationale, mais finalement le peu de clientèle internationale qui vient fait quasiment le même chiffre que la clientèle internationale qu'il y avait sur des chiffres à l'époque de 2018 ou 2019. Donc oui, on est impacté dans le bon sens parce que la clientèle aujourd'hui, elle veut de plus en plus mettre du luxe, puisqu'on est dans un milieu, ou un monde où on représente sur les réseaux sociaux un petit peu qui l'on est, on a envie de s'afficher avec des belles choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le panier moyen chez Chanel, chez Hermès ou chez Vuitton est tellement élevé que les gens, systématiquement maintenant, se mettent à regarder, à benchmarker ce qui se passe en ligne. Et donc, les plateformes de seconde main ont une vraie place, ont un vrai rôle à prendre là-dessus. Ça ne vous a pas empêché, en tout cas, cette inflation, de faire une très belle année 2022. Vous êtes à plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous étiez à 6,5 millions en 2021. Vous employez, je crois, 40 personnes actuellement. Vous avez débuté pourtant en 2007 en auto-entrepreneur. Quel serait le conseil que vous donneriez à des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est une super question parce que je pense que j'ai vraiment une âme de femme entrepreneur, mais surtout aussi de conseil. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais j'aimerais bien, à un moment donné, quand je dégagerai un peu plus de temps, faire de la stratégie, du conseil dans le digital, dans les startups, pour pouvoir conseiller des jeunes entrepreneurs. Écoutez, c'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais moi, je suis une vraie passionnée, donc je n'ai pas compté mes heures. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire sans anticiper. Je n'avais pas de projection en tête. Aujourd'hui, tout ce qui est KPI, analyse, stratégie, vision, c'est des choses que je côtoie depuis 1 an, 2 ans. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée, je l'ai fait vraiment comme une passionnée. J'avais un sens du commerce. Je n'avais pas encore le sens du digital, à part dans la communication. Mais cet esprit de vente en ligne, ça me caractérisait pas. Si j'avais dû faire, j'aurais fait plus tôt, parce que je pense que des acteurs comme Vestiaire Collectif, Vinted et d'autres ont pris de l'avance à un moment donné et ont digitalisé bien plus tôt que moi, et c'est dommage. Mais voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire ce qu'on aime par passion. C'est surtout de bien communiquer et d'avoir comme enjeu aussi de fidéliser une communauté, de fédérer une communauté, parce que ça joue énormément. Quel est justement sur la fidélisation de la communauté, le rôle des réseaux sociaux? Vous avez parlé de Facebook, mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous en utilisez d'autres?
il est colossal, en tout cas chez Monogramme. On a été un peu, pendant des années, ce qu'on pourrait dire Insta-dépendant. C'est-à-dire qu'on a un taux de transformation entre nos réseaux sociaux et notre site internet qui est extraordinaire. On a un taux d'écoulement qui est quasiment de 72 heures entre un produit qui rentre chez nous et qui est vendu. Donc c'est vraiment, 72 heures oui, nos nouveautés sont vendues en moyenne à 72 heures. Ouais. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Et surtout, le taux de transfo entre une story sur Instagram et une vente en ligne est souvent immédiat. Donc ça, c'est assez incroyable. Maintenant, on essaye de travailler moins dépendant de ces réseaux sociaux-là. On en ouvre d'autres. Donc on est en train de développer Pinterest, TikTok et d'autres, parce qu'effectivement, cette Gen Z, elle est importante pour nous. C'est des gens qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont en train d'être embauchés, qui n'ont pas encore des gros paniers moyens et des gros pouvoirs d'achat, mais qui vont s'y mettre, qui aiment le luxe en plus. Donc voilà, les réseaux sociaux ont une place très stratégique pour nous. Et nous, pour fidéliser cette audience, c'est de créer du contenu, toujours plus de contenu qualitatif et d'être presque un média. Donc on crée des webzines, on innove, on fait un contenu qui est aussi qualitatif que certaines maisons de luxe, mais beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus décomplexé dans la perception. Quelle serait la chose la plus difficile que vous ayez eu à vivre en tant qu'entrepreneur ? Un contrôle fiscal. D'accord. C'était assez. Alors, c'était difficile, mais c'était très formateur. Parce qu'en fait, comme je ne viens pas du milieu je viens pas du milieu de la tech, mais je venais pas du milieu de la finance. Donc, c'est des notions que j'avais pas bien anticipées. Mais ça a été extrêmement positif puisqu'il en est sorti beaucoup de mise en place, de nouveaux process, de méthodologies pour les équipes. Et ça nous a permis à un moment donné de scaler aussi et de se poser les bonnes questions. Donc ça a été difficile, mais incroyablement constructif. Merci beaucoup pour votre témoignage, Beverly Sonego. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Monogramme.